Une policière impitoyable force une jeune fille noire à couper ses précieuses tresses, la croyant faussement affiliée à un gang. Mais lorsqu'elle découvre l'identité du père de la jeune fille, il est déjà trop tard. Avec le pouvoir entre ses mains, le père ne se contente pas de retourner la situation, il veille à ce que la policière fasse face à des conséquences inimaginables. Que se passe-t-il lorsqu'un acte cruel menace de compromettre une mission secrète capable de sauver d'innombrables vies? Et la jeune fille pourra-t-elle retrouver sa dignité après une humiliation aussi amère? Avant de plonger dans cette histoire poignante, commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits marquants. Il était tard, mais les rues de la ville brillaient encore sous la lueur jaune pâle des lampadaires. Une fine bruine faisait danser les ombres des arbres sur le trottoir humide. Émilie marchait d'un pas vif, le cœur débordant de joie après sa toute première performance solo au Madison Concert Hall. Sa robe blanche immaculée flottait à chacun de ses pas, captant la faible lumière des réverbères. Dans sa main serrée, le programme du concert, preuve tangible de son travail acharné et de son accomplissement. Elle inspira profondément. L'air était froid, mais une chaleur douce l'envahissait encore. Les applaudissements du public résonnaient dans son esprit, les mélodies de Chopin persistaient comme si ses doigts continuaient à danser sur le clavier. À chaque pas dans la rue vide, elle avait l'impression d'être encore sur scène. La fierté brillait dans ses yeux, non seulement pour son exploit, mais aussi pour les éloges de son père, Nathan Carter, qui avait toujours été son plus grand soutien. Ce matin-là, avant de partir, Nathan avait soigneusement tressé ses cheveux en motifs élégants, comme il le faisait toujours pour les grandes occasions. Ses cheveux sont à couronne, Émilie, lui avait-il dit avec fierté. Ce soir, tu seras l'étoile la plus brillante. Ses tresses n'étaient pas seulement une coiffure, mais un symbole d'amour et d'attention. En se regardant dans le miroir, Émilie s'était sentie comme une princesse. Mais le rêve fut brusquement brisé. Derrière elle, une voiture de patrouille s'arrêta silencieusement. Les gyrophares rouges et bleus clignotèrent, troublant l'ambiance paisible de Maple Street. Émilie perçut le vrombissement du moteur approchant. Une légère inquiétude s'insinua en elle. Au volant, Lisa Harper, une policière d'âge moyen aux traits marqués par l'expérience. Fatiguée après un long quart de travail, son humeur était plus irritable qu'à l'ordinaire. Son regard s'arrêta sur Émilie, cette jeune fille seule, en robe blanche, aux tresses complexes. Une fille comme ça, à cette heure-ci? Cette coiffure. Lisa plissa les yeux. Ça ressemble à un signe de gang. Elle ralentit, hésita un instant, puis alluma les phares, braquant leur lumière crue sur Émilie. La jeune fille s'arrêta instinctivement. Lisa baissa sa vitre et lança d'une voix autoritaire. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Émilie sursauta. Elle serra instinctivement le programme du concert contre elle, comme un bouclier. Je viens de terminer un concert de piano au Madison Concert Hall, répondit-elle, d'une voix douce mais prudente. Je vis à quelques pâtés de maison. Lisa ignora l'explication. Elle ouvrit la portière, descendit, sa posture respirant l'autorité. Ses bottes résonnèrent sur le trottoir mouillé. Montre-moi ta carte d'identité. Émilie recula légèrement. L'inquiétude grandissait. Puis-je savoir pourquoi, madame, demanda-t-elle calmement. Je rentre simplement chez moi. Je n'ai rien fait de mal. Lisa plissa les yeux. Ne joue pas avec moi, répliqua-t-elle froidement. Cette coiffure. Ne me dis pas qu'elle n'a aucun lien avec un gang. Tu crois que je ne sais pas mieux que toi? Émilie serra les poings, tentant de garder son calme. L'accusation sans fondement lui serra la poitrine. Mon père m'a fait ses tresses ce matin, répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elles n'ont rien à voir avec un gang. Lisa n'écoutait pas. Son irritation monta d'un cran. Sans prévenir, elle arracha brutalement le programme des mains d'Émilie. Obstruction à une enquête, aboya-t-elle en sortant une paire de menottes. Si tu ne coopères pas, je vais devoir t'emmener au poste. Émilie sentit une boule se former dans sa gorge. Mais elle refusait de pleurer. La pluie s'intensifia, rendant la scène encore plus irréelle. Sa robe blanche, désormais trempée, s'accrochait à ses jambes fines. Lisa lui attrapa le bras et la fit avancer vers la voiture de patrouille. Le tintement métallique des menottes résonna dans l'air humide. Tu ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. Protesta Émilie, sa voix tremblante mais déterminée. Lisa lui lança un regard glacial. Le silence serait mieux pour toi.
Autour d'elle, la ville continuait de vivre. Les klaxons au loin, les lumières tamisées des maisons voisines, mais tout paraissait froid et indifférent. Personne ne remarqua l'homme en costume noir, debout non loin. Ses yeux perçants fixaient la scène, un parapluie serré dans une main, et dans sa poche, un téléphone allumé. Il avait tout enregistré. La véritable tempête ne se trouvait pas dans la pluie battante, mais dans ce qui allait suivre. Émilie était assise, voûtée sur un banc dans la zone de détention du commissariat. Ses yeux étaient fixés sur le programme de concert, maintenant froissé et humide sur le sol. Les lettres autrefois fières étaient maculées, effacées par la pluie. Un cruel rappel de l'injustice de cette nuit. Elle sentit la piqûre de l'humiliation, l'écrasante sensation d'injustice lui serrer la gorge. Mais elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Derrière son bureau, sous les lumières fluorescentes crues, Lisa Harper remplissait ses papiers, indifférente. Mais elle ignorait qu'une tempête était déjà en marche. Son expression rigide restait inchangée, comme si son attitude sévère était impénétrable. Cette fille ne coopère pas, marmonna Lisa brusquement, sans prendre la peine de jeter un coup d'œil à Emily. Cette coiffure est liée à un gang. Mike, un jeune officier debout à proximité, regarda Emily. Son front se plissa d'hésitation avant qu'il ne parle doucement. Lisa, elle n'est qu'une étudiante. Ça ne semble pas être le protocole. C'est le protocole, l'interrompit Lisa brusquement, le coupant. Si nous oublions ces détails, qui sait dans quoi elle pourrait être impliquée. Lisa se tourna vers Emily, son regard froid et perçant. Je t'ai demandé de me remettre ton sac et tu as refusé, c'est pourquoi j'ai dû t'emmener. Ton manque de coopération ne fait que renforcer mes soupçons. Emily rencontra le regard de Lisa avec une résolution calme. Ses grands yeux étaient fixes et inébranlables. Prenant une profonde inspiration, elle répondit. Je n'ai rien fait de mal. Tout ce qu'il y a dans mon sac, c'est ma partition et le programme de ma performance. S'ils sont mouillés, ils seront ruinés. Lisa resta impassible. Elle s'avança et arracha le sac d'Emily de ses mains. Emily résista instinctivement, mais cette réaction ne fit que solidifier la détermination de Lisa. Obstruction à un officier, cria Lisa en claquant une paire de menottes sur les poignets d'Emily. Le clic glacial des menottes résonna dans la nuit immobile. Emily resta immobile, son corps trempé par la pluie. À l'intérieur, elle ressentit une profonde humiliation, mais elle garda la tête haute. Elle ne laisserait pas Lisa la voir s'effondrer. À l'intérieur de la station, Emily était assise sur une chaise en métal froid. Sa robe était trempée, ses cheveux ébouriffés, et ses mains menottées devant elle. La pièce était durement éclairée par des lumières fluorescentes, une luminosité oppressante ajoutant à l'atmosphère suffocante. Lisa se tenait dehors, remplissant les papiers de détention avec une précision mécanique, tandis que Mike s'attardait près de la porte, jetant un coup d'œil à travers la fenêtre grillagée vers Emily. Son expression trahissait son malaise face à la situation, bien qu'il ne dise rien. Lisa sortit un autre formulaire de la pile et appela un agent de bureau à proximité. Sa voix coupa l'air. Faites descendre le coiffeur ici immédiatement. Nous devons régler cette situation capillaire. Les yeux de Mike s'écarquillèrent alors qu'il s'approchait. Lisa, vas-tu sérieusement faire ça? La fille n'est pas une criminelle. Cette coiffure pourrait avoir des affiliations à des gangs, répondit Lisa, implacable. Le protocole nous oblige à éliminer tout facteur de risque potentiel. Peu de temps après, George, un coiffeur d'âge moyen aux cheveux poivre et sel et au comportement doux, entra dans la pièce avec ses outils. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'ils se posèrent sur Emily, et sa poitrine se serra. La jeune fille, avec ses traits délicats et son regard inflexible, semblait si déplacée dans un tel décor. Elle ne ressemblait à personne pour qui il avait été appelé à couper les cheveux auparavant, dans ce contexte. Cette jeune fille, demanda George, sa voix teintée d'hésitation et de compassion. Oui, répondit Lisa froidement. Coupe tout. C'est le protocole. George hésita, se tournant pour regarder Emily. Elle resta assise immobile, ses mains posées sur ses genoux. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, ils n'étaient ni suppliants ni vaincus. Ils étaient calmes, stables et résolus. George s'avança et posa doucement une main sur l'épaule d'Emily. Il parla doucement. Je suis vraiment désolé, chérie. Je ne veux pas faire ça, mais je n'ai pas le choix. Je dois suivre les ordres. Emily leva la tête, sa voix calme mais ferme. Je comprends. Vas-y.
Tout ira bien. George commença son travail, chaque coup de ciseau résonnant brusquement dans la pièce silencieuse. Les tresses complexes que son père avait confectionnées avec amour ce matin la tombèrent au sol une par une, chaque mèche coupant dans la dignité d'Emily comme un couteau. George s'arrêta plusieurs fois, ses mains tremblant de culpabilité, mais Lisa se tenait derrière lui, son regard froid l'exhortant à continuer. Emily garda les yeux fixés sur le petit miroir sur le mur. Elle regarda chaque mèche tomber, chaque morceau d'elle-même être arraché, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle tint fermement son reflet, ses yeux fixés sur ceux de Lisa à travers le miroir, débordant de défis silencieux. Lisa remarqua le regard et, pendant un bref instant, ressentit un malaise inébranlable. Ce n'était pas le regard de quelqu'un de vaincu. C'était le regard de quelqu'un qui n'oublierait jamais. Quand la dernière tresse tomba au sol, la pièce fut engloutie dans un silence troublant. Emily se pencha et ramassa soigneusement les tresses tombées, les berçant sur ses genoux comme si elles étaient des trésors. George recula, les yeux brillants de larmes retenues. Lisa se détourna et s'éloigna, essayant d'ignorer le nœud grandissant d'inconfort dans sa poitrine. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image de l'esprit intact d'Emily. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ses actions avaient déclenché quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de bien au-delà de son contrôle. À l'extérieur de la salle de détention, Mike s'appuya contre le bureau, regardant Lisa avec un regard de déception silencieuse. Il ne dit rien, mais son silence en disait long. À l'intérieur, Emily resta assise sur la chaise en métal froid, ses cheveux coupés de façon inégale et déchiquetés, mais son regard fixe et inflexible. Elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas terminé. La pièce semblait lourde d'un silence étrange. Emily serra fermement les restes de ses tresses dans ses mains, tenant ce qui restait de sa dignité. Chaque fois que ses yeux tombaient sur les mèches sur ses genoux, elle sentait qu'un morceau d'elle-même avait été arraché de la manière la plus cruelle possible. À l'extérieur, Lisa se tenait près de son bureau, regardant dans le vide. Son visage ne trahissait rien, mais ses pensées étaient en ébullition. L'image d'Emily, humiliée mais provocante, persistait dans son esprit comme une hantise, un écho. Lisa ne le savait pas encore, mais ce moment allait tout changer. De manière irréversible, les portes d'entrée du commissariat de police s'ouvrirent avec fracas, brisant le silence. Le capitaine Thomas Monroe entra avec une présence autoritaire, chacun de ses pas résonnant sur le sol carrelé. Ses yeux perçants scrutèrent la pièce, intensifiant la tension déjà suffocante. Les officiers détournèrent rapidement leurs regards, feignant de s'occuper pour éviter son examen. Monroe s'arrêta devant le bureau de Lisa Harper. « Harper » appela-t-il, sa voix grave coupant l'air comme une lame. « Qui as-tu amené » Lisa, inconsciente de la gravité de son ton, maintenait son comportement composé. « Une fille » dit-elle nonchalamment. Elle avait l'air suspecte. Je l'ai surprise en train de marcher tard le soir dans ce quartier, et sa coiffure. Lisa haussa les épaules, essayant de masquer son incertitude. Je pensais que cela pourrait être lié à un gang. Les yeux de Monroe se plissèrent, ses sourcils se fronçant en un pli prononcé. Comment s'appelle-t-elle demanda-t-il, sa voix délibérée, teintée d'avertissement. Lisa fouilla dans le dossier sur son bureau et le scanna. Emily Carter, répondit-elle. Une étudiante. Mais le protocole est le protocole. Au moment où le nom, Emily Carter, quitta ses lèvres, l'expression de Monroe changea complètement. Il se pencha sur son bureau, plantant fermement ses mains dessus, son regard rempli de fureur. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « Emily Carter » répéta Lisa, sa voix hésitante alors que le poids de la situation commençait à peser sur elle. Monroe expira brusquement, sa colère cédant la place à une profonde déception. Sortant son téléphone, il parcourut ses contacts avec précision avant de le porter à son oreille. « Nathan, tu dois venir ici immédiatement, dit-il sèchement avant de raccrocher. Se retournant vers Lisa, le ton de Monroe était froid et sévère. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, Harper » Emily Carter n'est pas n'importe quelle fille. C'est la fille de Nathan Carter, un agent fédéral qui travaille actuellement sur l'une des missions d'infiltration les plus dangereuses de sa carrière. Lisa se figea, les yeux écarquillés de surprise. « La fille d'un agent fédéral » bégaya-t-elle. « C'est exact, aboya Monroe. Depuis 3 ans, Nathan infiltre le réseau de Richard Grayson, l'une des organisations criminelles les plus dangereuses du pays. Chaque once de progrès qu'il a fait, chaque vie en jeu pourrait être détruite à cause de tes actions imprudentes.
L'esprit de Lisa tourna. Elle essaya d'expliquer. Je suivais juste le protocole. La coiffure. Penses-tu avoir le droit de couper les cheveux d'une fille innocente sur la base de tes suppositions ignorantes? Rugit Monroe en claquant violemment ses mains sur le bureau. Tu viens de donner à Grayson la raison parfaite de soupçonner la loyauté de Nathan. Il sortit une série de photos d'un dossier et les jeta sur le bureau devant Lisa. Regarde, ordonna-t-il sombrement. C'est le réseau de Grayson. Il ne vend pas seulement de la drogue. Il est impliqué dans le trafic d'êtres humains. Lisa prit une des photos. Ses mains tremblaient. On y voyait Grayson debout à côté de Victor Steele, son bras droit, dont le regard froid lui fit frissonner l'échine. Grayson se méfie déjà de Nathan, continua Monroe. S'il découvre qu'Emily est sa fille, non seulement Nathan est en danger, mais toute sa famille aussi. 1 heure plus tard, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Nathan Carter entra, son costume sombre impeccable, mais ses yeux d'acier effrois. Il se dirigea directement vers la zone de détention. Lorsque la porte s'ouvrit, il vit Emily assise tranquillement sur une chaise en métal, fatiguée mais toujours résolue. Emily, dit Nathan, sa voix grave remplie d'inquiétude. Emily leva les yeux, s'illuminant faiblement à la vue de son père. Je vais bien, papa, murmura-t-elle. Je suis forte. Nathan s'approcha, s'accroupissant à son niveau. Il toucha doucement la barbe inégale là où ses tresses avaient été, son expression s'assombrissant d'une fureur contenue. Je vais arranger ça, dit-il fermement en quittant la pièce. Il se dirigea droit vers Lisa, son regard perçant et implacable. Il l'étudia un moment, comme s'il lisait chaque pensée dans son esprit. Lisa Harper, dit-il d'une voix basse et menaçante. Comprends-tu les conséquences de tes actes? Lisa ouvrit la bouche pour répondre, mais l'intensité du regard de Nathan la fit taire. J'ai passé 3 ans à gagner la confiance de Grayson et de ses hommes, continua Nathan, chaque mot précis et tranchant. Et à cause de ta décision ignorante et biaisée, il commence à douter de moi. Si je meurs, si ma fille est à nouveau blessée, ce sera de ta faute. Lisa sentit ses jambes faiblir sous elle. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça, bégaya-t-elle. Nathan haussa un sourcil, son regard glacial. Arranger ça? Tu n'auras peut-être pas cette chance. Monroe s'avança, coupant court à l'échange. Nous verrons ça plus tard, dit-il. Lisa, tu es suspendue avec effet immédiat. Lisa s'effondra sur une chaise, sentant chaque once de force quitter son corps. Ses mains tremblaient alors qu'elle enfouissait son visage dedans. Elle savait qu'elle avait tout ruiné. Qui était maintenant au bord de l'effondrement à cause d'un seul moment de jugement irréfléchi. Arpentant la pièce comme un animal en cage, Lisa sentit le poids de ses décisions peser plus fort à chaque pas. Les murs semblaient se refermer sur elle, la forçant à faire face aux conséquences de ses actes. Chaque détail de la nuit se rejouait dans son esprit, le clic des menottes, le coup de ciseaux et le regard inébranlable d'Emily, plein de défiance silencieuse. J'avais tort, murmura Lisa, la voix brisée. Ses actions n'avaient pas été motivées par la justice ou une enquête, mais par la satisfaction de son autorité déplacée dans un moment de faiblesse. À cet instant, elle réalisa qu'elle avait trahi les principes mêmes qu'elle avait juré de défendre. Debout près de la fenêtre, elle fixait la faible lueur des lampadaires. Le monde extérieur continuait comme si rien n'avait changé, mais pour elle, tout avait basculé. Elle avait trahi non seulement son devoir, mais aussi son humanité. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. La seule question était de savoir si elle pouvait rassembler le courage de faire amende honorable ou s'il était déjà trop tard. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans la pièce, lui rappelant que le temps n'attendait pas. Pour Lisa, chaque seconde qui passait lui semblait une éternité de jugement. Elle se noyait dans le gouffre du regret qu'elle porterait peut-être pour toujours. Lisa reçut une convocation urgente pour rencontrer Nathan au poste de police. Elle essaya de garder son sang-froid, mais chaque pas vers la salle de réunion lui semblait plus lourd que le précédent. Dès qu'elle entra, la voix de Nathan coupa l'air. « Tu comprends ce que tu as fait, Harper ?» Son ton était bas, mais autoritaire. Lisa baissa les yeux vers la table, incapable de soutenir son regard perçant. « Je sais que j'ai fait une erreur, bégaya-t-elle, mais je ne pensais pas. »« Tu ne pensais pas ?» l'interrompit Nathan, sa voix tonitruante. « Tu n'as pas pensé aux conséquences. Tu n'as pas pensé à la sécurité de ma fille. Tu n'as pas pensé à tout le réseau criminel que j'ai passé des années à essayer de démanteler.
Lisa resta silencieuse. Elle savait qu'aucune excuse ne pouvait réparer son erreur. Mais l'expression de Nathan n'était pas seulement emplie de colère, elle portait aussi une lueur d'espoir. Il lui offrait une chance de se racheter. Tu as l'opportunité de te racheter, continua Nathan d'un ton plus froid. Mais ce ne sera pas facile. J'ai besoin que tu fasses quelque chose que je ne ferai confiance à personne d'autre. Lisa leva les yeux, inquiète et curieuse. Que veux-tu que je fasse? Nathan glissa un dossier sur la table, l'ouvrant pour révéler des photos de Victor Steele, le bras droit impitoyable et intelligent de Richard Grayson. Après tes actions, Grayson commence à se passer de moi, expliqua Nathan. Il sonde toutes les connexions autour de moi, y compris Emily. Si nous n'agissons pas vite, il découvrira mon identité et toute la mission s'effondrera. J'ai besoin que tu te rapproches de Victor Steele et que tu gagnes sa confiance. L'estomac de Lisa se retourna. Son rythme cardiaque s'accéléra. Victor Steele, l'homme qu'ils appellent le détecteur de mensonges humains. Tu veux que je m'approche de lui? Nathan hocha la tête. Tu es la seule pour ce travail. Tu es fliqué, après ce que tu as fait à Emily, Grayson croira facilement que tu es déçu par le système. Si tu peux gagner la confiance de Victor, tu auras une chance d'atteindre Grayson. Lisa frissonna. Victor Steele n'était pas seulement dangereux, il était tristement célèbre pour repérer la tromperie en un instant. Mais elle savait aussi que c'était peut-être sa seule chance de se racheter. Et si j'échoue, demanda-t-elle, la voix tremblante. La réponse de Nathan fut un regard dur. Si tu échoues, ce n'est pas seulement ta vie qui est en jeu. Ma vie, celle d'Emily et d'innombrables innocents en paieront le prix. Lisa entra dans un bar miteux à la périphérie de la ville, un lieu de rassemblement connu du réseau de Grayson. Elle portait une veste en cuir usé, un gant déchiré et avait les cheveux attachés en un chignon désordonné. Son look était soigneusement conçu pour apparaître comme une flic désobéissante et déçue du système. Alors qu'elle entrait, tous les regards se tournèrent vers elle, la scrutant de la tête aux pieds. Se forçant à rester calme, elle marcha avec confiance vers le bar et commanda un whisky. Être flic, ça ne paie pas beaucoup, hein, dit-elle assez fort pour que Victor l'entende. Trop de règles, trop peu de récompenses. Je pense qu'il est temps de commencer à gagner de l'argent réel. De l'autre côté de la pièce, Victor leva les yeux. Son regard acéré se fixa sur Lisa. Elle sentit l'intensité de son examen minutieux, comme s'il disséquait chacun de ses mots et mouvements. « Qui es-tu » demanda Victor, sa voix basse et menaçante. Lisa se tourna vers lui, son expression neutre. « Harper » répondit-elle sèchement. « Flic, mais marre du système. J'ai entendu dire que tu pourrais peut-être m'aider. » Les lèvres de Victor se courbèrent en un sourire froid. « Tu penses que je fais confiance à tous ceux qui entrent ici et disent vouloir travailler avec moi ?» Lisa se pencha en avant, son ton ferme. « Je n'ai pas besoin que tu me fasses confiance. J'ai juste besoin d'une chance de faire mes preuves. » Il s'assit et fit signe à Lisa de prendre le siège en face de lui. « Tu as dit que tu voulais travailler avec nous, » dit Victor, sa voix froide et tranchante, cherchant à la convaincre. Lisa s'assit, tentant de calmer ses nerfs. « Je suis flic, mais j'en ai fini avec ce système brisé. Je peux te fournir des informations, des plans d'enquête, des programmes de raid. En échange, je veux une part des bénéfices. » Victor la regarda, ses soupçons évidents. « Pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu pourrais être un espion. » Lisa inspira profondément. Sa voix était ferme et inébranlable. « Si j'étais un espion, tu serais déjà menotté. Je ne suis pas là pour quémander la confiance. Je suis là pour travailler. » Victor plissa les yeux. La tension dans la pièce était palpable. Après une longue pause angoissante, il sourit et hocha la tête. « D'accord, je te donne une chance. Mais souviens-toi que si tu nous trahis, les conséquences seront désagréables. » Lisa expira lentement, sachant que ce n'était que le début. Elle était entrée dans un jeu dangereux, un jeu qui l'obligeait à marcher sur le fil du rasoir, entre tromperie et survie. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. C'était son seul chemin vers la rédemption. Un doux rayon de soleil traversait la fenêtre de la modeste maison de la famille Carter, jetant des traînées pâles sur le plancher en bois. Emily était assise au vieux piano dans le salon. Ses mains délicates planaient au-dessus des touches. Les zones inégales de ses cheveux, autrefois source d'angoisse, étaient devenues quelque chose qu'elle apprenait lentement à accepter, mais les profondes cicatrices émotionnelles continuaient de mijoter sous la surface.
Devant elle, une feuille de papier vierge reposait sur le pupitre, intouchée par aucune note. Émilie soupira en fermant les yeux, laissant les sons de son esprit émerger. Ses doigts commencèrent à bouger prudemment au début, produisant des notes hésitantes mais sincères. Une mélodie prit forme, un morceau sans parole, commençant par des tons sombres et bas qui parlaient de perte et d'humiliation. Puis la musique évolua, des notes plus claires et plus hautes exprimant l'espoir, la résilience et la détermination. Nathan Carter se tenait tranquillement dans le coin de la pièce, regardant sa fille avec un mélange de fierté et de tristesse. Émilie était plus que son enfant, elle était un phare de force. À travers sa musique, elle ne se guérissait pas seulement, elle racontait aussi son histoire. Quand la note finale s'estompa, Émilie leva les yeux. Ses yeux scintillaient d'une légère tristesse, mais aussi d'une clarté retrouvée. Se tournant vers son père, elle sourit doucement. « Ils peuvent prendre mes cheveux, papa, dit-elle, sa voix stable mais ferme, mais ils ne peuvent pas prendre ma force. » Nathan s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je suis fier de toi, Émilie, dit-il doucement. Tu n'es pas seulement forte, tu m'apprends que personne ne peut te briser, à moins que tu ne les laisses faire. » Émilie hocha la tête et jeta un coup d'œil à la feuille blanche sur le pupitre. Elle résolut d'écrire le morceau qu'elle venait de jouer, chaque note étant un témoignage de son voyage à travers la douleur et la guérison. À quelques pâtés de maison de là, Lisa Harper était assise dans sa voiture, garée sous la faible lueur d'un lampadaire. La lumière jaune éclairait son visage, marqué par la tension et le regret. L'image du regard provocateur d'Émilie dans la cellule de détention hantait Lisa chaque fois qu'elle fermait les yeux. Le poids écrasant de la culpabilité pesait davantage sur elle chaque jour. Lisa ne pouvait échapper à la vérité, ses actions avaient été mauvaises, non seulement dans ce qu'elle avait fait, mais aussi dans la façon dont elle avait vu le monde. Des années en tant que flic l'avaient déformée, l'emprisonnant dans les préjugés et la peur. Elle repensa à ses débuts dans la police, lorsqu'elle était une jeune recrue idéaliste, désireuse de faire une différence. Lentement, les paroles des officiers plus âgés commencèrent à déformer son état d'esprit. Les enfants comme ça ne sont jamais innocents, disait l'un d'eux. S'ils ne sont pas encore coupables, ils le seront. Ces leçons toxiques s'étaient ancrées en elle, la conduisant à voir Émilie non pas comme une fille, mais comme une menace potentielle. Maintenant garée près de la maison des Carter, les regrets de Lisa lui semblaient insupportables. Elle sortit de la voiture, ses jambes tremblant, alors qu'elle s'approchait de la maison. Une lumière chaude jaillit de la fenêtre du salon et, à travers elle, Lisa aperçut Émilie assise au piano. Lisa se figea, incapable de s'approcher, observant de loin Émilie jouer. La musique flottait dans la nuit, obsédante et puissante, une mélodie qui parlait à la fois de chagrin et de résilience. Chaque note semblait percer le cœur de Lisa, éveillant en elle des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. La nouvelle composition d'Émilie capturait la douleur de ses expériences récentes, mais aussi sa force à s'élever au-dessus. La gorge de Lisa se serra lorsqu'elle se souvint de la coupe de cheveux inégale et du regard de défi inébranlable d'Émilie. À ce moment-là, Lisa réalisa qu'Émilie n'était pas seulement une victime, elle était une inspiration. Lisa n'abordait plus son travail avec l'efficacité détachée d'un flic suivant les ordres. Elle avait un nouvel objectif, faire tomber le réseau de Grayson, non seulement pour le bien de l'affaire, mais aussi pour Émilie et pour elle-même. Chaque rencontre avec Victor Steele la poussait plus profondément dans les opérations de Grayson, et le danger était palpable. Mais Lisa était résolue. Elle documentait méticuleusement chaque détail dans un carnet, chaque soir, une habitude qui devint à la fois une bouée de sauvetage et un reflet de son sens croissant des responsabilités. Une nuit, assise dans son appartement faiblement éclairé, Lisa griffonna une dernière ligne avant de fermer son carnet, la résilience d'Émilie est ma lumière directrice. Si elle peut se relever de l'humiliation, je peux me relever de mes erreurs. Lisa décida de faire quelque chose de significatif pour Émilie. Elle tendit la main à Nathan et organisa une visite d'Émilie au centre de musique local où elle jouait souvent. Lisa laissa secrètement une feuille de musique qu'elle avait composée elle-même, inspirée par la mélodie qu'elle avait entendue à travers la fenêtre des Carter. Quand Émilie trouva la feuille de musique sur le piano, elle l'étudia avec curiosité. Alors qu'elle commençait à jouer, la reconnaissance se fit jour, la musique reflétait ses émotions, la douleur, mais aussi la force de se relever. Lisa se laissa emporter par la douleur, mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle devait. Elle avait pris des risques pour corriger ses erreurs et s'assurer que justice serait rendue, même si cela impliquait de se sacrifier. Son corps était en feu à cause de la douleur, mais son esprit restait clair. Dans le fond, elle savait que chaque décision, chaque étape franchie,
l'avait menée plus près de la rédemption. Au moment où l'ambulance la transporta à l'hôpital, la mission était considérée comme un succès. Grayson était capturé, son réseau démantelé, et Victor Steele hors d'état de nuire. Mais pour Lisa, la victoire n'était pas juste une question de capture ou de succès dans une mission. Elle savait qu'elle avait pris une décision qui changeait la trajectoire de sa vie et de son travail. Les cicatrices physiques de Lisa s'estomperaient avec le temps, mais ses cicatrices émotionnelles, forgées par des années de doute et de compromission, mettraient plus de temps à guérir. Cependant, ce soir-là, elle avait fait d'un premier pas pour se racheter. Pendant qu'elle était soignée à l'hôpital, Nathan Carter se tenait silencieux à ses côtés, son regard plein de reconnaissance, mais aussi de respect. Il savait que Lisa avait sacrifié bien plus qu'elle ne l'avait laissé entendre et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Mais il avait aussi vu une femme différente dans cette mission, une femme prête à lutter pour une cause plus grande que la simple exécution de son devoir. Lisa n'avait pas seulement sauvé une mission ce soir-là. Elle avait sauvé une partie d'elle-même. Nathan la regarda être chargée dans le véhicule. Son cœur se gonfla de gratitude et de respect. Quelques jours plus tard, Lisa se réveilla dans un lit d'hôpital et trouva Nathan et Emily à ses côtés. L'expression d'Emily était douce et gentille, différente du regard prudent qu'elle avait porté auparavant. « Merci, » dit Emily doucement mais fermement. « Tu as sauvé mon père. Tu as prouvé que n'importe qui peut changer. » Le sourire de Lisa était faible mais sincère. « Non, Emily, tu m'as changé, ta force, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. » Nathan posa une main réconfortante sur l'épaule de Lisa. « Harper, tu t'es racheté d'une manière que personne ne peut remettre en question. Tu as sauvé des vies, y compris la tienne. » Alors qu'une larme coulait sur la joue de Lisa, elle réalisa que son long et douloureux voyage l'avait ramenée à elle-même. Le lendemain matin, une douce lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant la petite pièce où Lisa Harper emballait le reste de ses affaires au commissariat. Chaque objet qu'elle plaçait dans la boîte lui rappelait des souvenirs, un badge qui symbolisait autrefois ses idéaux, un carnet de notes de ses premiers jours dans la police, et une photo d'équipe qu'elle avait autrefois chérie comme une famille. Mais maintenant, Lisa comprenait qu'il était temps de partir, non seulement pour expier son passé, mais pour commencer un nouveau chapitre. Dans le bureau du capitaine Monroe, Lisa posa sa lettre de démission sur le bureau. Son expression était résolue, bien que teintée d'émotion. Monroe prit la lettre, la lut lentement avant de lever les yeux vers elle. « Es-tu sûr de ça, Harper ?» demanda-t-il d'une voix sérieuse. « Tu viens de te racheter d'une erreur majeure. Franchement, l'équipe a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui comprend les défauts de ce système et peut t'aider à le changer de l'intérieur. » Lisa secoua doucement la tête, un sourire doux amer ornant son visage. « Capitaine, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je ne suis plus la bonne personne pour ce rôle. Être flic m'a beaucoup appris, mais je dois m'éloigner des ombres des préjugés que ce travail a autrefois nourris en moi. Je veux prendre un nouveau départ en aidant les personnes que j'ai blessées. » Monroe resta silencieux un moment, puis posa la lettre sur son bureau. « Je respecte votre décision, Harper, et j'espère que vous savez que vos actions pendant la dernière mission ont prouvé votre courage et votre capacité à opérer un vrai changement. N'oubliez jamais cela. » Lisa hocha la tête, sentant un poids se soulever de ses épaules en sortant du bureau. Elle portait avec elle un sentiment de soulagement et de détermination. À partir de ce moment-là, elle ne porterait plus le badge, mais elle se lancerait dans un nouveau voyage, un voyage de rédemption et de service. Pendant ce temps, la carrière musicale d'Emily Carter continuait de s'épanouir. Après une performance réussie dans une grande salle de concert, son nom commença à se répandre partout. Son histoire, une jeune femme surmontant l'adversité et transformant la douleur en force, est devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes à chaque représentation. Emily n'a pas seulement joué de la musique, elle a partagé son histoire. « La musique, c'est comme ça que je guéris », a-t-elle dit dans une interview. Et j'espère qu'elle pourra aider d'autres personnes à trouver de la force en elles-mêmes. Lors d'un grand concert, Emily fit ses débuts avec une nouvelle composition qu'elle avait écrite. Les notes d'ouverture, douces mais puissantes, racontaient son voyage de la douleur et de l'humiliation à la résilience et au pardon. Alors que les notes finales s'estompaient, le public était assis dans un silence stupéfait avant d'éclater en applaudissements tonitruants qui durèrent plusieurs minutes. Assis au premier rang, Nathan Carter regardait sa fille avec fierté, les yeux brillants. Il savait qu'Emily avait non seulement surmonté ses difficultés, mais les avait transformées en quelque chose de beau, inspirant ceux qui l'entouraient. Un après-midi, alors qu'Emily rentrait chez elle,
elle trouva une enveloppe soigneusement posée sur la table. Son nom y était écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre de Léa Harper. Emily, je sais que parfois les excuses ne suffisent pas, mais je veux quand même dire à quel point je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. J'ai agi injustement en laissant mes préjugés me guider et je t'ai causé une douleur que tu ne méritais pas. Il n'y a aucune excuse pour cela, mais je veux aussi que tu saches que tu m'as changé. Ta résilience et ton courage m'ont forcé à me confronter à moi-même et aux erreurs que j'ai autrefois refusé de reconnaître. Tu m'as appris que la vraie force ne vient pas du pouvoir, mais de la compassion et du pardon. J'ai démissionné de mon poste pour prendre un nouveau départ. Je me consacre maintenant au travail communautaire et j'espère qu'en agissant, je pourrai commencer à faire amende honorable. Merci de ne pas m'avoir laissé détruire qui tu es. Tu m'as inspiré à devenir une meilleure personne. Je te souhaite tout le succès et le bonheur. Lisa Harper et Emily plièrent la lettre et la posèrent doucement sur le piano. Emily la regarda pendant un long moment, un mélange d'émotions bouillonnant en elle, soulagement, gratitude et un sentiment de clôture. Bien que le passé ne puisse être défait, elle sentit qu'une partie du fardeau qu'elle portait avait été soulevée. Quelques semaines plus tard, au centre communautaire où Lisa avait commencé à travailler, elle dirigeait un groupe d'adolescents dans un atelier sur le dépassement de l'adversité. Beaucoup d'adolescents avaient fait face à des défis similaires à ceux d'Emily, souvent injustement jugés ou étiquetés. Lisa écouta attentivement leurs histoires, utilisant ses propres expériences pour les aider à trouver l'espoir et la confiance en eux. Soudainement, Lisa remarqua une silhouette familière debout dans l'embrasure de la porte. C'était Emily. Son cœur s'emballa, mais elle se stabilisa. Après la fin de la séance, Emily s'approcha, son expression calme mais gentille, un léger sourire aux lèvres. « Merci pour la lettre, Emily dit. Je ne te déteste pas. Je suis contente que tu aies changé. » Lisa sentit sa gorge se serrer. « Emily, merci. Tu m'as donné une chance de faire les choses bien. Je n'oublierai jamais. » Ils restèrent silencieux un moment, pas un silence de distance, mais un silence de compréhension. Bien que leurs chemins soient différents, elles ressentirent toutes deux que les blessures du passé s'étaient transformées en leçons pour l'avenir. Emily poursuivit son voyage musical en se produisant à travers le pays, utilisant son histoire pour inspirer les autres. Elle a composé de nouvelles pièces qui portaient des messages de résilience, de pardon et du pouvoir de la connexion humaine. Lisa, d'autre part, est restée inébranlable dans son travail au centre communautaire. Elle a organisé des ateliers, encadré des jeunes et rétabli la confiance au sein de la communauté. Ses efforts ne consistaient pas seulement à aider les autres, ils visaient à se prouver qu'elle pouvait changer. Bien que leur parcours ait divergé, Emily et Lisa portaient avec elle une compréhension commune, la résilience et le pardon avaient le pouvoir de transformer des vies, non seulement la leur, mais celle d'innombrables autres. Lisa, Emily et Nathan avaient chacun enduré sa part d'épreuves, mais grâce à leur douleur et à leur persévérance, ils en étaient sortis plus forts, incarnant la vérité que, malgré les difficultés, les gens peuvent se lever, surmonter et trouver un chemin plus lumineux et plein d'espoir. Les teintes chaudes du coucher de soleil ont baigné la ville d'une lueur tranquille. Sur scène, pour une soirée mémorable au Grand Concert Hall, des centaines de participants se sont rassemblés pour la performance tant attendue d'Emily Carter. Ce concert n'était pas seulement une opportunité pour Emily de montrer son talent, c'était sa plateforme pour raconter son histoire, une histoire de résilience qui avait inspiré tant de personnes. Dans le coin le plus éloigné de l'auditorium, Lisa Harper s'est discrètement glissée dans un siège. Elle a choisi un endroit discret, loin des projecteurs. Sa présence n'était pas une recherche de reconnaissance ou de pardon, c'était simplement pour assister à ce moment, le triomphe d'Emily sur l'adversité. Alors que le public s'installait, les murmures s'estompèrent, remplacés par un silence respectueux. Lisa sentit son cœur s'emballer en voyant Emily sur le point d'apparaître sur scène. Elle ne pouvait réprimer un mélange de fierté et d'émotion en pensant à la jeune femme à laquelle elle avait fait du tort, mais qui se tenait maintenant plus forte que jamais. Les lumières de la scène s'allumèrent, révélant Emily dans une élégante robe blanche. Ses pas étaient gracieux mais confiants, incarnant une artiste pleinement maître de son espace. Les yeux de Lisa restèrent fixés sur Emily, captivés par la transformation de cette fille autrefois blessée en un phare de force. Emily s'assit au piano, ses doigts planant au-dessus des touches. Pendant un bref instant, elle regarda le public. Son regard balaya les rangées de visages, jusqu'à ce qu'il s'arrête brièvement là où Lisa était assise. Lisa se figea, elle retint son souffle, mais au lieu de détourner les yeux, Emily hocha légèrement la tête, une reconnaissance sereine et subtile.
Ce n'était pas de la colère ou de l'amertume que Lisa voyait, mais du pardon et de l'acceptation. C'était un message silencieux, le passé avait été mis au repos et elles avaient toutes les deux avancé. Alors que le premier morceau se terminait, Émilie se leva et se dirigea vers le micro. Le public retint son souffle, leur attention rivée. Merci à tous d'être là ce soir, commença Émilie, sa voix claire mais pleine d'émotion. Je veux partager une histoire avec vous, une histoire de mon parcours et des leçons que j'ai apprises. Elle s'arrêta, ses yeux brillants de courage. Il y a des moments dans la vie où nous faisons face à une douleur qui semble insurmontable, mais j'ai appris que la vraie force n'est pas dans ce que nous perdons, c'est dans la façon dont nous affrontons cette douleur et nous reconstruisons à partir des fragments. La pièce était silencieuse, accrochée à chacun de ses mots. Lisa sentit une vague d'émotion l'envahir en réalisant que les mots d'Émilie résonnaient profondément, non seulement avec le public, mais aussi avec elle-même. La musique m'a aidé à trouver la force en moi-même, continua Émilie. Et j'espère que mon histoire vous inspirera à savoir que peu importe ce que la vie vous réserve, vous pouvez vous lever et avancer. Quand Émilie eut fini de parler, la salle éclata d'applaudissements. Lisa se joignit à eux, les larmes coulant sur son visage. Les applaudissements n'étaient pas seulement pour le talent d'Émilie, c'était pour son courage, son pardon et la force qu'elle avait découverte en elle-même. Émilie retourna au piano pour interpréter sa nouvelle composition, Résilience. Les notes d'ouverture étaient douces comme des gouttes de pluie, mais se transformèrent progressivement en une mélodie puissante. C'était une histoire musicale de transformation, un voyage à travers la douleur, la persévérance et le triomphe ultime. Lisa ferma les yeux, laissant la musique la submerger. Chaque note ressemblait à un reflet de l'histoire d'Émilie, mais aussi à la sienne, un récit d'erreurs passées, de dure croissance et d'un nouvel espoir. La mélodie murmurait que, peu importe l'obscurité du passé, on pouvait toujours trouver la lumière. Alors que la note finale s'estompait, le public resta silencieux, ne voulant pas perturber ce moment sacré, puis des applaudissements éclatèrent de plus belle, remplissant la salle d'une appréciation tonitruante. Lisa sourit, essuyant la dernière larme qui coulait sur sa joue. Elle comprit à ce moment-là qu'Émilie avait vraiment dépassé sa douleur, non seulement ses luttes personnelles, mais aussi le poids des attentes de chacun. Alors que le concert touchait à sa fin, Lisa choisit de ne pas s'approcher d'Émilie. Au lieu de cela, elle s'éclipsa tranquillement, laissant la vedette à Émilie pour se prélasser dans son triomphe bien mérité. Sur le chemin du retour, cependant, Lisa ressentit un profond sentiment de soulagement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait, sans avoir besoin de mots, qu'Émilie lui avait pardonné. Ce pardon avait été transmis à travers les jours calmes et acceptants d'Émilie. Le lendemain matin, au centre communautaire, Lisa dirigea une discussion de groupe avec des adolescents qui avaient fait face à des préjugés et des difficultés. Elle partagea sa propre histoire, en parlant ouvertement de ses erreurs et des leçons qu'elle avait apprises. Son honnêteté résonna profondément avec le groupe. Lisa n'édulcora pas la vérité, mais utilisa ses expériences pour montrer que le changement était toujours possible, peu importe le passé de chacun. Des semaines plus tard, les histoires entrelacées d'Émilie et Lisa devinrent le sujet d'un court documentaire produit par une organisation à but non lucratif. Le film relata la transformation d'Émilie, d'une victime de préjugés à un symbole d'espoir, aux côtés du parcours de Lisa, d'une exécutrice imparfaite de ses préjugés à un mentor dédié au changement. Le documentaire est devenu viral, touchant les cœurs à travers la nation. Émilie a reçu des lettres de jeunes la remerciant de les avoir inspirés à trouver de la force dans leur lutte. Lisa a également trouvé d'autres adolescents cherchant ses conseils au centre communautaire un après-midi, alors qu'elle supervisait un projet de peinture murale. La résilience d'Émilie jouait doucement dans les haut-parleurs. Lisa s'est arrêtée pour regarder la peinture murale presque terminée. Des couleurs vives représentaient un phénix renaissant de ses cendres, accompagné des mots « Résilie, c'est la force ». Un sourire chaleureux s'est répandu sur le visage de Lisa. Elle savait que son parcours et celui d'Émilie étaient liés à jamais, non pas pour effacer le passé, mais pour le transformer en quelque chose de significatif et de beau. La douce lueur de la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du centre communautaire, remplissant l'espace d'une énergie calme. Lisa Harper s'habillait simplement et confortablement, disposait des chaises et des tables pour le rassemblement du matin. Ses journées au centre étaient devenues un rythme familier, une routine d'ancrage dans sa nouvelle vie. Elle ne portait plus le badge d'une policière. Lisa se consacrait désormais au mentorat des personnes défavorisées. Les jeunes qu'elle aidait à redécouvrir l'espoir et la foi en leur avenir chaque jour au centre étaient à la fois une leçon et un acte de rédemption pour Lisa. Elle passait des heures à écouter les histoires des enfants et à leur offrir du soutien pour leurs problèmes,
petits et grands. Certains enfants se méfiaient d'elle au début, un sentiment que Lisa comprenait parfaitement. Elle ne les a jamais précipités, choisissant plutôt de laisser ses actions démontrer sa sincérité. Un jour, alors qu'elle guidait un groupe d'adolescents travaillant sur une fresque murale, un garçon timide nommé Jadon hésita avant de parler. « Mademoiselle Harper, il demanda prudemment, pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas comme les autres. » Lisa s'arrêta et se tourna vers lui avec un doux sourire. « Je suis ici parce que je veux réparer mes erreurs, dit-elle doucement. J'avais l'habitude d'avoir de mauvaises idées sur les gens, et cela blessait les autres, mais je crois que tout le monde peut changer s'il le veut vraiment. » Jadon ne dit rien de plus, mais le regard prudent dans ses yeux s'adoucit légèrement. Lisa vit une lueur de confiance, un petit pas important vers la connexion. Dans une autre pièce du centre, le son des touches du piano résonna chaleureusement. Emily Carter enseignait à un groupe d'enfants comment jouer de la musique. Elle avait récemment accepté de faire du bénévolat au centre, inspirée par Lisa, qui lui avait suggéré que la musique pourrait être un moyen puissant de se connecter avec les jeunes. Les cours d'Emily étaient plus que de la musique, c'étaient des leçons de résilience et d'espoir. Un après-midi, Emily remarqua une fille nommée Lila, âgée d'environ 10 ans, assise tranquillement dans un coin, évitant le groupe. « Lila, aimerais-tu essayer ?» Emily lui demanda en s'approchant doucement. Lila secoua la tête. « Je ne suis pas douée pour ça, les gens se moqueront de moi. » Emily s'agenouilla à côté d'elle et sourit. « Tu sais, j'avais l'habitude de penser que je n'étais pas assez bonne pour jouer devant un public, mais j'ai ensuite réalisé que ce n'était pas une question de ce que les autres pensent, mais de ce que je ressens quand je joue. » Emily commença à jouer une douce mélodie. Après un moment, Lila plaça timidement ses mains sur les touches, tapant quelques notes hésitantes. Emily l'encouragea avec un sourire chaleureux, et, à ce petit moment, Lila commença à croire en elle-même. Au fil du temps, Lisa et Emily commencèrent à collaborer plus souvent sur des activités au centre. Emily dirigeait des cours de piano, tandis que Lisa apportait un soutien émotionnel pour aider les enfants à surmonter les défis de la vie. Un jour, alors qu'ils se préparaient pour un petit récital avec les enfants, Lisa s'arrêta et se tourna vers Emily. « Emily, je ne sais pas comment te remercier, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici en train de faire ça. » Emily croisa le regard de Lisa avec un regard doux. « Mademoiselle Harper, je pense que nous faisons toutes les deux de notre mieux. Ce qui compte, c'est que nous ne nous arrêtions pas. » Les mots d'Emily touchèrent une corde sensible chez Lisa. Malgré le gouffre qui les avait autrefois séparées, elles étaient devenues une équipe travaillant ensemble pour apporter un changement positif à leur communauté. Ce soir-là, les enfants interprétèrent leurs morceaux devant un public chaleureux et solidaire. Emily joua à leur côté, sa présence un guide rassurant. Lisa se tenait à l'arrière, encourageant chaque enfant alors qu'il montait sur scène. Quand le récital se termina, la salle éclata d'applaudissements. Lisa et Emily échangèrent des sourires, chacune ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Ce qui avait commencé comme de la douleur et des conflits entre elles s'était transformé en quelque chose de beau, un engagement commun pour la guérison et l'espoir. Le centre communautaire était devenu un phare de changement positif dans le quartier. Les histoires du voyage de Lisa et Emily se répandaient, inspirant les autres à réfléchir à leur capacité de croissance et de pardon. Lisa n'était plus seulement quelqu'un en quête de rédemption, elle était devenue un guide, aidant les adolescents à envisager un avenir meilleur. Emily, en tant qu'artiste et enseignante, n'avait pas seulement partagé de la musique, elle avait planté des graines de croyance dans chaque enfant avec qui elle avait travaillé, leur montrant qu'ils pouvaient surmonter les obstacles de la vie. Lisa et Emily avaient compris qu'elles ne pouvaient pas changer le monde entier, mais qu'elles pouvaient faire une différence dans la vie de ceux qui les entouraient, et pour elles, c'était plus que suffisant. Ensemble, elles avaient transformé un chapitre douloureux en une histoire de croissance et d'espoir. Leur travail au centre communautaire était la preuve que même les blessures les plus profondes pouvaient conduire à un changement significatif, non seulement pour elles-mêmes, mais pour tout ce qu'elles touchaient. Lisa et Emily, autrefois sur des côtés opposés, avaient forgé ensemble un nouveau chemin, un chemin de pardon, de résilience et d'optimisme. Leur voyage partagé avait non seulement guéri leur passé, mais avait également jeté les bases d'un avenir meilleur pour d'innombrables autres. L'histoire d'Emily et Lisa ne concernait pas seulement les conflits. La décision d'Emily de pardonner et la transformation de Lisa sont des éléments centraux de l'histoire, chacun illustrant une profonde rédemption et un changement intérieur. Le pardon d'Emily, en particulier, n'est pas simplement un acte de clémence, mais un moyen de se libérer de la douleur du passé. En choisissant de pardonner, elle prend le contrôle de sa propre guérison.
Cela montre une résilience mentale et émotionnelle, un choix difficile mais puissant, qui reflète la possibilité de reconstruire des vies brisées. La transformation de Lisa, quant à elle, démontre l'impact d'un changement authentique. Elle n'est pas seulement une femme qui cherche à réparer ses erreurs, mais une personne qui se consacre à la guérison des autres, utilisant ses expériences personnelles pour guider ceux qui sont dans le besoin. Cela va au-delà de l'institution de la justice, c'est un engagement à la rédemption, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la communauté qu'elle sert. Quant à l'histoire de l'officier Miller, c'est une illustration poignante de la manière dont les préjugés peuvent altérer notre jugement dans des situations critiques. Son erreur de jugement et son retard, causés par des perceptions erronées, ont presque coûté la vie à sa propre fille. Cet incident souligne non seulement l'importance de la prudence et de l'empathie dans des situations de responsabilité, mais aussi comment un moment de lucidité et de prise de conscience peut déclencher un changement immédiat dans les actions et décisions d'une personne. C'est une réflexion importante sur l'équilibre fragile entre les responsabilités professionnelles et les urgences personnelles. Dans cette situation, la précision et la réactivité étaient cruciales. La demande urgente des chirurgiens d'emmener leurs patientes, ainsi que le besoin immédiat d'une intervention, étaient des éléments qui exigeaient une réponse rapide et sans hésitation. Une minute de retard pourrait avoir des conséquences dramatiques. Dans des circonstances similaires, une approche mesurée, mais immédiate, est essentielle pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. Pouvez-vous fournir une escorte? Miller hocha la tête d'un air hébété et se précipita vers sa voiture de patrouille. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine saisir le volant alors qu'il activait ses sirènes. Une Mercedes s'arrêta devant lui et ensemble, ils foncèrent vers City General. Pendant les 5 minutes de trajet, l'esprit de Miller se souleva d'amères réalisations. S'il ne les avait pas arrêtés, elle serait déjà à l'hôpital. S'il n'avait pas laissé ses préjugés guider ses actions, ils auraient peut-être eu de précieuses minutes supplémentaires pour se préparer à l'arrivée d'Emma. La Mercedes naviguait habilement dans le trafic, la voiture de patrouille de Miller ouvrant la voie à travers son pare-brise. Il pouvait voir les jumeaux se coordonner sur haut-parleur, discutant déjà de stratégie chirurgicale et donnant des ordres à leur équipe. Ils se garèrent dans l'entrée des urgences de City General où le personnel de l'hôpital attendait. Les jumeaux sautèrent de leur voiture sans même prendre la peine de se garer correctement. Le docteur Sarah Carter jeta ses clés à un infirmier qui attendait tandis que le docteur Rachel Carter mettait déjà un bonnet chirurgical. L'officier Miller les suivit. Le docteur Sarah Carter, par-dessus son épaule, alors qu'il se précipitait à l'intérieur, lui lança. « Miller, nous sommes en route. La salle d'attente est en bas. Quelqu'un viendra bientôt vous donner des nouvelles. » Miller les suivait, se sentant mal à l'aise dans son uniforme parmi le personnel médical qui se précipitait dans tous les sens. Ils atteignirent la salle de traumatologie où Emma, entourée de personnel médical, fit presque arrêter le cœur de Miller lorsqu'il la vit. Son visage était gravement coupé, son uniforme de pom-pom girl trempé de sang, les machines émettaient des bips urgents autour d'elle. Une infirmière cria. Tension artérielle 80/40 et chute, prenez-en 2 ou 3 maintenant. Ordonna le docteur Rachel. Tandis que le docteur Sarah se tournait vers Miller, sa voix était ferme mais compatissante. Officier Miller, nous avons besoin de votre consentement pour une opération d'urgence. Emma a une hémorragie interne et peut-être un traumatisme crânien. Chaque seconde compte, avons-nous votre permission? Miller hocha la tête frénétiquement, griffonnant sa signature sur les formulaires. Une infirmière les lui tendit. Il regarda impuissant alors qu'il faisait rouler sa fille vers la salle d'opération. Les jumeaux criaient déjà des ordres à leurs équipes, tapant et croisant pour 6 unités. Le docteur Sarah disparut brièvement, toute trace de la femme que Miller avait profilée et harcelée quelques minutes plus tôt. Ici, à sa place, se tenait un chirurgien confiant, prêt à sauver la vie de sa fille. L'officier Miller fera tout ce qu'il peut pour Emma. La salle d'attente est en bas. Quelqu'un viendra vous mettre à jour régulièrement. Votre fille recevra les meilleurs soins absolus, c'est qui nous sommes. Avec ces mots, elle disparut à travers les portes, laissant Miller seul dans le couloir, son monde complètement bouleversé. Il fixait les portes fermées, se rappelant comment il les avait traitées pendant le contrôle routier, la suspicion, la condescendance, l'hostilité à peine voilée. Maintenant, ces mêmes femmes tenaient la vie de sa fille entre leurs mains. Une infirmière au visage gentil le conduisit dans la salle d'attente où il s'enfonça dans une chaise inconfortable. Son uniforme, habituellement une source de fierté, semblait lourd et contraignant. Il pensa à tous les contrôles routiers qu'il avait faits au fil des ans, toutes les suppositions sur lesquelles il avait sauté,
toutes les vies qu'il aurait pu impacter avec ses actions biaisées. L'horloge en laine tic-tac bruyamment dans la pièce silencieuse, chaque seconde lui rappelant le temps qu'il avait perdu pendant le contrôle routier, chaque minute qui passait était une autre minute que sa fille passait à se battre pour sa vie sous les soins de deux médecins qu'il avait mal jugés. 2 heures rampèrent dans la salle d'attente. L'officier Miller avait abandonné sa chaise et marchait maintenant sans repos, ses bottes grinçant contre le sol poli. Il avait enlevé sa veste d'uniforme et son badge avait l'impression qu'il pesait 1000 livres sur sa poitrine. À chaque fois que les portes s'ouvraient, son cœur bondissait, mais ce n'était jamais une nouvelle pour Emma. Il regardait d'autres familles recevoir des nouvelles de différents médecins, certains pleurant de soulagement, d'autres s'effondrant de chagrin. Il attendait toujours. Finalement, le docteur Rachel Carter sortit, portant toujours son bonnet chirurgical mais ayant changé sa blouse ensanglantée. Miller se précipita en avant, son visage pâle d'inquiétude. Emma est stable pour l'instant, dit-elle immédiatement en voyant la peur dans ses yeux. Sarah continue l'opération principale, mais je voulais vous tenir au courant personnellement de ce que nous avons trouvé. Elle le conduisit dans un coin plus calme de la salle d'attente. Son attitude était professionnelle mais douce. Votre fille a souffert d'une hémorragie interne importante due à l'impact. L'airbag lui a sauvé la vie, mais elle a une rate rompue que nous sommes en train d'enlever. Il y a aussi un gonflement dans son cerveau que nous surveillons de près. Miller s'effondra contre le mur. Son état est faible, mais elle vivra. Nous faisons tout ce que nous pouvons, répondit prudemment le docteur Rachel. Les prochaines heures sont critiques. Sarah est l'une des meilleures chirurgiennes que je connaisse et pas seulement parce qu'elle est ma jumelle, un petit sourire traversa son visage fatigué. Emma est jeune et forte, c'est en sa faveur. Miller regarda le sol, la honte l'envahit. Docteur Carter, à propos de tout à l'heure, je dois m'excuser de la façon dont je vous ai traité, vous et votre sœur. Elle leva une main pour l'arrêter. Officier Miller, en ce moment notre seule préoccupation est votre fille. Nous pouvons discuter de tout le reste plus tard. Comme sur un signal, son téléavertisseur émit une alerte urgente. Elle vérifia rapidement le message, son expression devenant sérieuse. Je dois revenir, quelqu'un viendra bientôt vous mettre à jour. Elle se tourna pour partir, mais Miller l'appela. Combien de temps encore pour l'opération? Plusieurs heures au moins, répondit-elle. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe, vous pouvez observer depuis la galerie. Parfois, cela aide les familles de voir leurs proches être soignés, même si c'est difficile à regarder. Miller hocha la tête avec gratitude et une infirmière le conduisit dans la salle d'observation. Au-dessus, à travers la grande fenêtre, on pouvait voir le chaos organisé en dessous. Le docteur Sarah Carter se tenait à la table d'opération, ses mouvements précis et confiants alors qu'elle travaillait pour sauver la vie d'Emma. Les instruments médicaux brillaient sous les lumières vives. Les moniteurs affichaient les signes vitaux d'Emma, tandis que les infirmières se déplaçaient avec habileté, anticipant les besoins des chirurgiens avant même qu'ils ne soient exprimés. Le docteur Rachel retourna au bureau et se frotta brièvement les mains avant de rejoindre sa sœur. Miller regarda avec admiration les jumelles travailler dans une synchronisation parfaite, ayant à peine besoin de parler pour se comprendre. Leurs mains bougeaient avec une incroyable habileté, leur concentration absolue. Depuis son point de vue, Miller pouvait voir des détails qu'il avait manqués auparavant. La façon dont le front du docteur Sarah se plissait de concentration lorsque la tension artérielle d'Emma baissait. La douceur avec laquelle elle traitait la forme inconsciente d'Emma, comme si elle était leur propre fille. C'étaient les mêmes femmes qu'il avait traitées avec tant de manque de respect il y a quelques heures à peine. Les mêmes femmes qu'il avait supposées incapables de se permettre une voiture ou d'être des médecins. Elles ne pouvaient pas dire la vérité sur leur urgence. Un souvenir lui traversa l'esprit, les mains de Sarah posées avec précaution sur le volant pendant le contrôle routier, Rachel gardant des mouvements lents et délibérés. Il réalisait maintenant qu'elle ne suivait pas seulement le protocole de la police, mais qu'elle tentait aussi de rester en vie. Combien de fois avait-elle été profilée auparavant, combien d'officiers comme lui avaient fait des suppositions à leur sujet basées uniquement sur leur apparence. Mais là, elle se battait pour sauver la vie de sa fille avec tout ce qu'elles avaient. En dessous, une alarme se mit à biper rapidement. Miller se rapprocha de la vitre alors que les mouvements de l'équipe chirurgicale devenaient plus urgents. Le docteur Sarah donna des ordres d'une voix claire et stable, tandis que le docteur Rachel travaillait rapidement pour résoudre le problème. Le cœur de Miller s'emballa en voyant cela, se sentant complètement impuissant. Toute son autorité en tant qu'officier de police ne signifiait rien ici. Il ne pouvait pas protéger Emma, il ne pouvait pas l'aider.
Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder et de prier pour que ces deux médecins remarquables, des femmes qu'il avait mal jugées, soient capables de sauver la vie de sa petite fille. Les jumelles continuèrent leur travail, ignorant ses pensées torturées, concentrées sur leur seule mission, garder Emma en vie. La salle d'observation devint plus sombre à mesure que la nuit s'installait, mais Miller remarqua à peine que ses yeux restaient fixés sur la salle d'opération, en dessous, où les jumelles Carter continuaient leur travail complexe pour sauver la vie d'Emma. La dernière crise avait été gérée. Une chute dangereuse de la pression artérielle avait fait arrêter son cœur, mais il savait qu'il n'était pas encore hors de danger. Un léger coup à la porte le fit se retourner. Une jeune infirmière entra avec une tasse de café et un sandwich. « Le docteur Rachel m'a demandé de t'apporter quelque chose, dit-elle gentiment. Elle a mentionné que tu n'avais pas mangé depuis que ça avait commencé. » Miller accepta le café mais ne pouvait pas imaginer manger. « Depuis combien de temps opérait-il » demanda-t-il, réalisant qu'il avait perdu toute notion du temps. « 5 heures maintenant, » répondit l'infirmière en consultant sa montre. Ils n'ont fait d'aucune pause. Elle marqua une pause avant d'ajouter, « Tu sais, nous étions tous inquiets quand nous avons entendu que c'était ta fille. » Les sœurs Carter, eh bien, elles ont eu des expériences difficiles avec la police locale. La prise de Miller se resserra autour de la tasse de café. « Que veux-tu dire » L'infirmière hésita, puis continua d'une voix plus basse. « L'année dernière, le docteur Sarah a été arrêté 3 fois en une semaine. Une fois, ils l'ont fait s'allonger par terre parce qu'ils ont dit que sa licence médicale avait l'air fausse. Le docteur Rachel a dû venir vérifier son identité alors qu'elle portait sa blouse chirurgicale. Miller se sentit malade. Il avait fait des choses similaires lui-même. N'avait-il pas, combien de fois avait-il supposé que les diplômes de quelqu'un étaient faux, leur histoire un mensonge, leur présence suspecte, tout cela basé sur rien d'autre que la couleur de leur peau? En dessous, il regarda le docteur Sarah ajuster une lumière sur le viseur chirurgical d'Emma, tandis que le docteur Rachel surveillait attentivement la pression cérébrale. Leurs mouvements ne montraient aucun signe de fatigue. Aucun signe de préjugé auquel elles avaient fait face. Aucune trace de ressentiment envers le père de leur patient. Soudain, les moniteurs recommencèrent à émettre des bips rapides. Miller se pressa contre la vitre, observant avec terreur l'augmentation du sang qui s'accumulait plus vite que l'aspiration ne pouvait l'éliminer. Les jumelles se déplaçaient avec une urgence accrue mais gardaient leur précision. D'autres membres du personnel se précipitèrent pour apporter des fournitures supplémentaires et des unités de sang. « Allez, Emma » Miller chuchota en pressant ses paumes contre la vitre froide. « Combatte, bébé, s'il vous plaît, battez-vous. » Les minutes s'étirèrent comme des heures tandis que l'équipe chirurgicale travaillait pour trouver et arrêter le saignement. Miller ne pouvait pas respirer. Ne pouvait pas bouger. Ne pouvait rien faire d'autre que regarder ces deux médecins, ces femmes qu'il avait mal jugées et ignorées, se battre pour garder sa fille en vie. Finalement, la voix du docteur Rachel coupa à travers la tension. La pression artérielle se stabilise. Les jambes de Miller cédèrent et il s'effondra dans une chaise, en dessous. Les jumelles échangèrent un rapide regard de soulagement partagé avant de continuer leur travail avec une concentration renouvelée. L'infirmière, qui était restée silencieuse dans la pièce, parla doucement. « Je travaille avec elle depuis 3 ans maintenant. Ce sont les meilleurs chirurgiens traumatologues que nous ayons, mais vous savez ce qui les rend vraiment spéciaux. » Miller regarda Emma, allongée là, avec un sentiment d'intensité profonde et d'admiration. Il se rendait enfin compte du poids des jugements qu'il avait portés, de la manière dont il avait sous-estimé ces deux femmes à cause de ses préjugés. Elles étaient là, debout dans cette salle, leurs yeux fatigués mais toujours déterminés, se battant pour la vie de sa fille, alors que lui-même était resté figé dans ses erreurs. Le docteur Sarah tourna son regard vers lui, sa voix calme mais pleine de professionnalisme. Elle est stable pour l'instant, mais il faut continuer de surveiller de près. Les prochaines heures sont cruciales. Miller hocha la tête, incapable de répondre. Il avait été un témoin silencieux de l'expertise et de la compassion des deux sœurs, et il n'avait pas d'autre choix que d'accepter que ses actions n'avaient pas été justes. Il avait été aveuglé par ses propres préjugés. Dans un souffle, il dit enfin, « Merci, pour tout ce que vous avez fait. » Les sœurs échangèrent un regard entendu, un de ces regards qui disaient tout sans prononcer un mot. « C'est notre travail, » répondit le docteur Sarah, un léger sourire aux lèvres. « Mais on espère que vous allez faire ce qu'il faut aussi. » Miller, les yeux pleins de larmes qu'il n'avait pas pu retenir, comprit enfin ce que ces femmes avaient vécu, ce qu'elles affrontaient chaque jour dans ce système. Il avait beaucoup à racheter,
mais il savait que c'était un premier pas vers un vrai changement. Un changement qui ne se mesurerait pas simplement en mots, mais en action. Il sortit de la chambre après avoir pris un dernier regard sur sa fille, sachant que, même s'il ne pourrait jamais effacer ses erreurs passées, il avait une chance de construire un avenir différent, à la fois pour lui et pour sa fille. Il avait vu au-delà de ses préjugés. Et cela, peut-être, valait tout. You said. Corrigé tel qu'il est. ChatGPT said. Voici la version corrigée de votre texte. Après tout ce qu'ils ont traversé, toute la discrimination à laquelle ils ont été confrontés, ils ne l'ont jamais laissé affecter la façon dont ils traitent leurs patients ou leur famille. Miller a pensé à son propre comportement, à la rapidité avec laquelle il les avait jugés, a affirmé son autorité pour les faire se sentir moins que ce qu'ils étaient. Il était assis, regardant impuissant ces mêmes femmes tenir la vie de sa fille dans leurs mains expertes. À travers la vitre, il pouvait voir les yeux du docteur Sarah se plisser légèrement. La seule partie visible de son visage au-dessus de son masque chirurgical. Elle a dit quelque chose qui a fait hocher la tête de sa sœur en signe d'accord. Malgré leur épuisement, malgré les enjeux élevés, malgré tout ce qui s'était passé plus tôt dans la journée, elles sont restées concentrées et professionnelles. Nous avons eu de la chance que l'infirmière ait continué à se diriger vers la porte. La plupart des médecins auraient transféré un cas s'ils avaient des antécédents avec la famille d'un patient, mais lorsqu'ils ont entendu que c'était votre fille, ils n'ont pas hésité. C'est qui ils sont. Elle a laissé Miller seul avec ses pensées et sa honte, regardant la danse prudente de la chirurgie continuer sous la vitre. Les moniteurs montraient que le rythme cardiaque d'Emma était stable et fort, comme les préjugés de son père. La dernière crise avait été surmontée, mais Miller savait que même si les jumeaux pouvaient sauver la vie de sa fille ce soir, il avait des blessures bien plus profondes à soigner en lui-même après 7 heures de chirurgie exténuante. Le docteur Sarah Carter s'est finalement éloigné de la table d'opération pendant que le docteur Rachel commençait à fermer le site chirurgical d'Emma. Les principaux dangers avaient été traités. La rate rompue avait été retirée. Le gonflement du cerveau était contrôlé et tous les saignements s'étaient arrêtés. Dans la salle d'observation, Miller n'avait pas bougé de son fauteuil. Son café était froid et intact. Le sandwich était toujours emballé à côté de lui. Il regarda le docteur Sarah retirer sa blouse chirurgicale et son masque, se frottant les yeux fatigués avant de se diriger vers la porte. Quelques minutes plus tard, elle apparut dans la salle d'observation. L'officier Miller, dit-elle doucement, sa voix enrouée par les longues heures de chirurgie. L'état d'Emma, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'instant. Les prochaines 24 heures seront critiques, mais je suis prudemment optimiste. Miller se tenait sur des jambes tremblantes. Merci, murmura-t-il, sa voix se brisant, merci de l'avoir sauvée. L'expression du docteur Sarah s'adoucit légèrement. Elle sera bientôt en salle de réveil. Vous pourrez la voir dans environ 1 heure. Elle prit le dossier d'Emma et prit quelques notes finales. C'est une battante, ta fille. Ses signes vitaux sont restés forts même pendant les parties les plus difficiles de l'opération. Miller hocha la tête, incapable de parler. Il regarda le docteur Rachel terminer les dernières sutures en dessous, ses mouvements toujours précis malgré l'épuisement qu'elle devait ressentir. Docteur Carter, commença-t-il, puis se corrigea. Docteur Sarah, j'ai besoin de dire quelque chose. Elle leva les yeux du dossier, son visage était neutre mais attentif. Ce que j'ai fait aujourd'hui, la façon dont je vous ai traité, vous et votre sœur, c'était mal, complètement mal. Sa voix tremblait d'émotion. Je suis policier depuis 15 ans et je me suis dit que mes actions étaient liées à l'instinct, à l'expérience, mais aujourd'hui, ça m'a montré la vérité. Je vous ai jugé sur la base de rien d'autre que des préjugés et j'ai profondément honte. Sarah écouta tranquillement, son expression était lisible en dessous. Rachel avait terminé les sutures de fermeture et dirigeait l'équipe pour préparer Emma au transport pour la récupération. Vous savez quelle était la partie la plus difficile de la faculté de médecine, demanda enfin Sarah, surprenant Miller avec la question. Ce n'étaient pas les longues heures d'études, les examens difficiles ou même la résidence épuisante. C'était entrer dans des chambres où les patients demandaient immédiatement un autre médecin. On nous prenait pour le personnel de nettoyage alors que nous portions nos blouses blanches. On nous arrêtait sur le chemin des urgences et on devait prouver encore et encore que nous appartenions à l'endroit où nous étions. Elle s'arrêta en regardant sa sœur travailler en bas. Mais Rachel et moi, nous nous sommes promis de ne jamais laisser les préjugés de personne nous empêcher d'être les meilleurs médecins que nous puissions être. Chaque patient, chaque famille, peu importe qui elle est ou comment elle nous a traités, mérite nos meilleurs soins absolus.
Miller sentit les larmes lui monter aux yeux. Je vous ai retardé à cause de mes préjugés, je vous ai retardé pour arriver à l'hôpital si Emma l'avait fait, mais elle ne l'a pas fait. Sarah l'interrompit fermement. Elle est en vie, et peut-être que quelque chose de bien peut sortir de ce jour. La porte s'ouvrit et Rachel entra en retirant son bonnet chirurgical. Elle avait l'air épuisée mais satisfaite qu'Emma soit transférée en salle de réveil. Maintenant, ses premières lectures post-opératoires sont bonnes. Miller se tourna pour faire face aux deux sœurs. Je sais que des excuses ne suffisent pas, mais je veux que vous sachiez toutes les deux que je vous vois maintenant vraiment et que je vais changer, non seulement en parole, mais en action. Les jumeaux échangèrent un regard qui semblait porter toute une conversation. Enfin, Sarah parla, les actions parlent plus fort que les mots. Officier Miller, montrez-nous ce changement. Nous devons vérifier Emma en salle de réveil. Sarah ajouta, les infirmières viendront vous chercher quand vous pourrez la voir. Essayez de vous reposer un peu, elle aura besoin de vous fort quand elle se réveillera. Alors qu'ils se tournaient pour partir, Miller les appela, comment faites-vous? Comment continuez-vous à prendre soin des gens comme moi? Sarah posa une main sur la porte avant de partir, parce que chaque vie compte, officier Miller, même ceux qui pourraient ne pas penser à la nôtre. Les sœurs partirent en direction de la salle de réveil, continuant à prendre soin d'Emma. Miller se rassit lourdement en regardant à travers la fenêtre maintenant vide, pendant que le personnel de nettoyage préparait la chambre pour la prochaine opération. Sa fille était en vie, sauvée par deux femmes qui l'avaient mal jugée. Il sortit son téléphone et commença à rédiger un email à son capitaine de police. Il était temps d'apporter de vrais changements dans la formation et les politiques de leur département. Le service pédiatrique était calme, à l'exception du bip constant des moniteurs. Lorsque Miller fut enfin autorisé à voir Emma, sa fille était allongée immobile dans le lit d'hôpital, semblant petite et fragile parmi les tubes et les machines. Ses longs cheveux bruns, si soigneusement coiffés pour l'entraînement de cheerleading ce matin, avaient été partiellement rasés pour l'opération. Le docteur Rachel Carter se tenait à côté du lit, vérifiant les signes vitaux d'Emma, pendant que le docteur Sarah examinait les derniers résultats des tests sur une tablette. Les deux sœurs avaient l'air épuisées mais restaient concentrées sur les soins de leur patient. Sa pression crânienne est normale, rapporta Sarah, en montrant les lectures à sa sœur. Aucun signe d'augmentation du gonflement. Rachel hocha la tête en faisant un petit ajustement à l'une des perfusions intraveineuses. La tension artérielle est stable depuis 1 heure, c'est un bon signe. Miller se tenait au pied du lit, son uniforme de police froissé par les longues heures d'attente. Il regardait les jumelles travailler en parfaite synchronisation. Leur interaction précédente avec lui semblait oubliée alors qu'elle se concentrait sur les soins d'Emma. Un léger gémissement venant du lit fit geler les trois adultes. Les doigts d'Emma tressaillirent légèrement, et ses paupières battirent. Emma. Miller s'est rapproché, son cœur battant la chamade. Petite fille, tu m'entends? Le docteur Sarah se déplaça rapidement vers le côté d'Emma, sortant une petite lampe stylo. Emma, si tu m'entends, essaie de me serrer la main. Elle prit doucement la main droite d'Emma tout en faisant briller la lumière dans chacun de ses yeux. Au soulagement de tout le monde, les doigts pressèrent faiblement et ses yeux s'ouvrirent lentement, une confusion évidente dans son regard. Oh, que s'est-il passé, murmura-t-elle, sa voix rauque. Tu as eu un accident, chérie, expliqua Miller, des larmes coulant sur son visage. Mais tu vas bien maintenant. Ces médecins t'ont sauvé. Les yeux d'Emma se déplacèrent lentement entre les jumelles Carter. Vous deux? Marmonna-t-elle encore groggy de l'anesthésie. Est-ce que je vois double? Le docteur Rachel sourit chaleureusement. Nous sommes des jumelles. Je suis le docteur Rachel et voici ma sœur, le docteur Sarah. Nous avons pris soin de vous, comme les jumelles de mon équipe. Emma dit doucement, ses mots légèrement pâteux. Jasmine et Jessica, ce sont les seules filles noires de l'équipe de Pom Pom Girls. Certaines personnes ont dit qu'elles n'avaient réussi que grâce à la diversité, mais ce sont les meilleurs flyers que nous ayons. Miller sentit sa poitrine se serrer en entendant les mots de sa fille. Combien de fois avait-il fait des suppositions similaires sur les gens? Combien de fois avait-il transmis ses préjugés à sa fille, même involontairement? Le docteur Sarah vérifia les cyticales d'Emma pendant que le docteur Rachel prenait des notes dans le dossier. Entrer dans n'importe quel adolescent devrait être une question de talent, dit Sarah doucement. Tout comme devenir médecin devrait être une question de compétence et de dévouement, pas à propos de ton apparence. Emma hocha légèrement la tête, puis grimaça. J'ai mal à la tête, c'est normal? Rachel lui assura que, tu avais une blessure assez grave,
mais que tu vas très bien. On te donne quelque chose pour la douleur dans un instant. Alors que Rachel ajustait les médicaments d'Emma, Sarah se tourna vers Miller. Elle va probablement s'endormir et se réveiller pendant les prochaines heures. C'est tout à fait normal. L'un de nous la surveillera régulièrement tout au long de la nuit. Miller hocha la tête avec reconnaissance. Tu dois être épuisé, sûrement d'autres médecins pourraient-ils voir nos cas à travers? Sarah l'interrompit fermement. Emma est notre patiente et nous veillerons à ce qu'elle reçoive des soins continus jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment stable pour être transférée dans une chambre normale. Les yeux d'Emma se fermaient déjà à nouveau alors que les analgésiques faisaient effet. Papa. Murmura-t-elle. Je suis là, bébé, répondit Miller. Les médecins, ils sont comme des anges, 2 d'entre eux veillent sur moi. Miller regarda sa fille se rendormir, son visage paisible malgré les tubes et les bandages. Il tourna son regard vers les jumelles Carter, ces femmes brillantes et dévouées qu'il avait mal jugées et respectées quelques heures auparavant. Elles avaient passé des heures à sauver la vie de sa fille et étaient toujours là pour assurer son rétablissement, ne montrant rien d'autre que des soins professionnels et un engagement, des anges. Il répéta doucement, Emma a raison, vous êtes des anges, et j'étais trop aveugle pour le voir. Les sœurs échangèrent un rapide regard, mais restèrent concentrées sur leur travail, ajustant les moniteurs et vérifiant les lectures. Leurs actions parlaient plus fort que n'importe quel mot. 2 médecins extraordinaires s'élevant au-dessus des préjugés pour sauver des vies, un patient à la fois. Miller s'enfonça dans la chaise à côté du lit d'Emma, prêt à commencer sa propre longue nuit de surveillance et d'attente, sachant que sa fille était entre les meilleures mains possibles. 3 jours après l'opération, la récupération d'Emma avait remarquablement bien progressé. Elle avait été déplacée de l'UQ vers une chambre ordinaire, désormais décorée de pompons de pom-pom girls et de cartes de prompt rétablissement de son équipe. Les jumelles Carter continuèrent de surveiller ses progrès, bien que leurs visites fussent moins fréquentes, le danger immédiat étant passé. Ce matin-là, l'officier Miller se tenait à l'extérieur de la salle de conférence principale de l'hôpital, écoutant sa propre voix provenant d'un enregistrement vidéo à l'intérieur. Il avait passé les 2 derniers jours à travailler avec l'administration de l'hôpital et son service de police pour organiser cette session de formation spéciale. J'ai arrêté 2 médecins à cause de la couleur de leur peau, résonna sa voix enregistrée à travers la porte. Je les ai retardés pour qu'ils n'atteignent pas un stade critique, une opération d'urgence. Cette patiente était ma propre fille, et mes actions auraient pu lui coûter la vie. Dans la salle, des dizaines de policiers de son commissariat étaient assis pour regarder le témoignage vidéo qu'il avait enregistré. Les jumelles Carter étaient assises à l'avant de la salle après avoir accepté de participer à cette première session de formation conjointe en son genre entre l'hôpital et le service de police. Miller prit une profonde inspiration et entra juste au moment où la vidéo se terminait. La salle était silencieuse. Ses collègues officiers remuaient inconfortablement sur leur siège, beaucoup d'entre eux le connaissaient depuis des années, avaient travaillé à ses côtés, avaient peut-être partagé certains des mêmes préjugés. C'est mon histoire, dit-il, se déplaçant vers l'avant de la salle. Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de chaque contrôle routier où nous nous basons sur des suppositions, chaque fois que nous voyons des soupçons au lieu du succès, chaque fois que nous laissons nos préjugés prendre le pas sur notre jugement. Le docteur Sarah Carter se leva, sa présence imposant le respect. Il y a 3 mois, ma sœur et moi avons été arrêtés 4 fois en une semaine, chaque fois que nous allions ou venions de cet hôpital, chaque fois qu'on nous demandait de prouver que nous étions vraiment médecins. Nous gardons nos cartes d'identité d'hôpital visibles. Le docteur Rachel a ajouté, debout à côté de sa sœur. Nous conduisons prudemment, nous gardons nos mains visibles à tout moment lors des contrôles routiers. Nous avons appris ces tactiques de survie parce que nous devons le faire, mais nous ne devrions pas avoir à le faire. Un jeune officier à l'arrière a levé la main. Qu'en est-il des statistiques de criminalité? Qu'en est-il du maintien de la vigilance dans les zones à haut risque? Laissez-moi vous poser une question, répondit Miller. Quand avez-vous arrêté pour la dernière fois un médecin blanc dans une belle voiture? Quand avez-vous supposé pour la dernière fois que sa licence médicale était fausse? Nous appelons cela la vigilance. Soyons honnêtes sur ce que c'est vraiment. La pièce est redevenue silencieuse alors que ces mots pénétraient. Les jumeaux Carter ont échangé un bref regard. Ils avaient entendu toutes ces justifications avant. Le docteur Sarah a continué. J'ai pratiqué une opération d'urgence sur une victime d'une armurerie. C'était un jeune homme noir, amené par 2 officiers assis dans cette pièce. L'un d'eux m'a demandé si j'étais vraiment qualifié pour faire l'opération. Elle fit une pause,
laissant les implications de cette question en suspens. Ce jeune homme est en vie aujourd'hui parce que nous ne laissons pas les préjugés nous empêcher de sauver des vies. Le docteur Rachel s'est avancé. Nous ne sommes pas ici pour faire honte à qui que ce soit. Nous sommes ici parce que le changement est possible. L'officier Miller nous a montré qu'il avait transformé son moment de réalisation en action. Miller a hoché la tête en sortant un dossier. À partir d'aujourd'hui, notre département met en œuvre de nouveaux protocoles de formation. Dr Carter, les deux Dr Carter ont accepté d'aider à établir un dialogue régulier entre le personnel médical et les forces de l'ordre. Nous ferons des rotations hospitalières et des sessions conjointes mensuelles, car la prochaine fois que vous arrêterez un docteur noir, Sarah a ajouté, ou un avocat, ou un propriétaire d'entreprise, ou un étudiant, souvenez-vous vos suppositions pourraient coûter la vie à quelqu'un, tout comme elles ont presque coûté la vie à ma fille. La session s'est poursuivie pendant 1 heure avec des agents posant des questions et les jumeaux Carter partageant leurs expériences. Certains agents semblaient sur la défensive, d'autres réfléchis, mais tous étaient engagés. La salle s'est vidée par la suite. Emma est apparue à la porte dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Elle était toujours faible, mais s'améliorait de jour en jour. La vue d'elle a fait s'arrêter tout le monde. Je voulais encore remercier mes anges, dit-elle en souriant aux jumeaux Carter. Et pour voir ce que mon père faisait. Miller s'est approché et a embrassé le front de sa fille, puis s'est tourné vers ses collègues. C'est de cela qu'il s'agit, dit-il doucement. Pas de statistiques, pas d'hypothèses, pas de préjugés. Il s'agit de voir les gens, les voir vraiment pour qui ils sont. Les jumeaux Carter se sont installés dans le fauteuil roulant d'Emma, vérifiant ses sites chirurgicaux avec des soins professionnels. Leur présence dans la salle, leurs compétences, leur dignité face aux préjugés en disaient plus que n'importe quelle séance de formation. 6 mois après l'accident d'Emma, l'officier Miller se tenait sur un podium dans l'auditorium principal de l'hôpital général de la ville. La salle était remplie de policiers, de personnel médical, de médias locaux et de membres de la communauté. Derrière lui, les jumelles Carter ainsi qu'Emma, qui sont maintenant complètement rétablies et de retour dans son équipe de Pom-Pom Girls. Aujourd'hui, nous célébrons plus que le simple succès de notre programme de formation commun, commença Miller, sa voix forte et claire. Nous célébrons un changement de culture. Au cours des 6 derniers mois, les plaintes pour profilage racial et contrôle routier ont diminué de 70% dans notre district. Les rapports du personnel médical d'urgence, 0 retard dû à l'interférence de la police. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Il fit un geste vers l'endroit où Emma était assise, son uniforme de pom-pom girl brillant contre la tenue formelle de ceux qui l'entouraient. Ma fille est en vie parce que 2 chirurgiens brillants lui ont sauvé la vie, 2 chirurgiens que j'ai profilés, auxquels j'ai manqué de respect et que j'ai retardé quelques minutes avant d'apprendre qu'elle avait besoin de leur aide. Ce jour-là m'a changé pour toujours, mais plus important encore, cela a commencé un changement dans tout notre service. Le docteur Sarah Carter monta sur le podium à côté de sa blouse blanche impeccable et professionnelle. Lorsque l'officier Miller a proposé pour la première fois ce programme de formation, ma sœur et moi étions sceptiques. Nous avions entendu des promesses de changement avant, mais c'était différent. C'était de l'action, pas seulement des mots. Le docteur Rachel a rejoint sa sœur. Au cours des 6 derniers mois, nous avons vu des policiers qui nous ont suivis aux urgences, ils ont vu de première main ce que les retards peuvent signifier en médecine d'urgence, et nous avons accompagné les policiers pour les aider à comprendre notre point de vue en tant que professionnels de la santé et femmes noires. Depuis son siège, Emma regardait fièrement son père et les médecins qui lui ont sauvé la vie, continuer à changer leur communauté. Elle pensait à Jasmine et Jessica, ses coéquipières jumelles, qui ne se faisaient plus arrêter sur le chemin de l'entraînement de cheerleading. Elle pensait à ses propres préjugés qu'elle n'avait même pas reconnus avant l'accident. La cérémonie se poursuivit avec des prix et des reconnaissances. D'autres hôpitaux avaient commencé à adopter leur programme de formation, les services de police des villes voisines envoyaient des représentants pour apprendre de leur expérience. Un vrai changement était en train de se produire, une ondulation vers l'extérieur d'une journée terrible mais transformatrice. Après la cérémonie, Miller a trouvé les jumeaux Carter dans le couloir de l'hôpital, se préparant pour leur prochaine opération. « Vous avez fait plus que sauver ma fille, dit-il doucement. Vous avez aidé à sauver l'âme de notre service. » Le docteur Sarah ajusta sa casquette chirurgicale. Le changement se produit une personne à la fois, officier Miller. Vous êtes prêt à changer. Tout le monde ne l'est pas, mais ceux qui sont prêts doivent le faire. Vous voyez, c'est possible, ajouta le docteur Rachel. C'est ce que ce programme leur montre.
Emma est apparue à côté de son père, marchant avec la foule et confiante de quelqu'un qui a affronté la mort et en est ressorti plus fort. Papa, pouvons-nous encore nous arrêter pour une glace après mon examen la semaine prochaine? Bien sûr, chérie, mais d'abord. Il se retourna vers les jumeaux. Nous avons quelque chose pour toi. Emma sortit 2 petites boîtes de sa veste de pom-pom girl. À l'intérieur de chacune, il y avait un pendentif en forme d'aile d'ange en argent. Tu les as appelés des anges cette nuit-là, rappela Miller à sa fille. Et elles le sont, répondit Emma en tendant les boîtes aux jumeaux Carter. Des anges dans des bonnets chirurgicaux. La sœur ERS accepta les cadeaux avec des sourires touchés, mais un bip de leur téléavertisseur interrompit le moment. En parlant de bonnets chirurgicaux, Sarah vérifia la page des appels. Accident à plusieurs voitures en approche. Aucune escorte de police n'est nécessaire cette fois. Rethel ajouta avec un petit sourire. Les routes sont maintenant libres pour les véhicules d'urgence. Alors qu'ils se précipitaient vers les urgences, Miller les regarda partir. 2 médecins brillants, 2 chirurgiens dévoués, 2 anges déguisés, pensa-t-il, réalisant à quel point ses préjugés avaient failli lui coûter tout et comment ces femmes avaient transformé ce moment en un mouvement pour le changement. Emma glissa sa main dans la sienne. Ils sont incroyables, n'est-ce pas? Papa, ce sont des petites filles. Elles le sont vraiment, répondit-il en lui serrant la main, prêt pour son rendez-vous de suivi. Alors qu'ils marchaient vers la clinique, ils passèrent devant la plaque nouvellement installée de l'hôpital. Les préjugés retardent la compréhension et sauvent des vies. En dessous, il y avait 2 empreintes de pas, une empreinte de pied de policier et une empreinte de chaussure médicale. Marchaient ensemble. L'histoire d'un policier raciste et de 2 médecins noirs était devenue quelque chose de plus. Un témoignage de la possibilité de changement, le pouvoir du pardon et le triomphe de la dignité humaine sur les préjugés. Au final, ce n'était pas seulement la vie d'Emma qui a été sauvée ce jour-là. C'était le début de la sauvegarde de nombreuses autres vies, un changement d'avis à la fois.